Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission consacrée à l'environnement et au développement durable. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement. Selon certains experts du climat et de l'environnement, dans une dizaine d'années, la ville de Mwanda risque de disparaître de la carte de la RDC si l'on y prend garde, à cause bien sûr de l'érosion côtière qui envahit la ville touristique de Mwanda. Sur ces images défilantes, l'on peut remarquer comment les vagues sont en train de ruiner les côtes, des maisons sont emportées par les vagues. Déjà, la cité d'Ancien Foumou s'émeurt et mourra davantage si l'on y prend garde. Il faut donc des travaux d'Hercule pour arrêter cette érosion côtière, comme on peut le remarquer sur ces images. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions avec des experts pour commenter cette situation catastrophique. Mesdames et messieurs, comme nous parlons de Mwanda, nous l'avions appris de nos confrères d'Environ News que les conservateurs du parc marin de mangrove, Marcel Collet, a tiré sa révérence jeudi 20 janvier 2022, ici à Kinshasa, des suites d'une maladie. Le parc marin de mangrove est un écosystème indispensable dans la protection de la côte marine. Dans ses différentes interventions, Marcel Collet estimait que ce parc est actuellement menacé par les activités humaines et si rien n'est fait, il pourrait disparaître dans un futur proche. Il a affirmé que si le parc marin de mangrove est touché par l'exploitation anarchique, c'est toute la ville de Mwanda qui risque de disparaître. Ce que nous pouvons également dire de la mangrove, c'est qu'elle attire la population puisque c'est un bois qui produit de la braise de très bonne qualité. Ce bois est un indice calorifugé 5 fois supérieur au bois issu des forêts tropicales. Et donc, de ces faits, nous avons une grande pression de la population de Mwanda et même de la ville de Boma sur cette mangrove. C'est ainsi que nous encourageons fortement les gouvernements à faire en sorte que les gaz du littoral soient exploités au profit de la population afin de mettre fin à la pression sur cette forêt de mangrove. C'est une alternative à l'utilisation de braise en République démocratique du Congo, disait Marcel Collet. Aujourd'hui qu'il n'est plus, l'inquiétude va monter d'un cran sur la protection de ces parcs de mangrove. Le magazine RDC Environnement présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu et à la famille environnementale de la République démocratique du Congo qui vient de perdre un grand défenseur de l'environnement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les mangroves constituent un important écosystème jouant le rôle d'une éponge anti-pollution qui digèrent des déchets et permettent d'assainir l'eau. Elles sont également une véritable pépinière pour toutes les réserves halieutiques du littoral de l'océan Atlantique et un milieu où les poissons se reproduisent, c'est à travers des arbres de cette aire protégée et ses racines exceptionnelles. Les principaux dangers liés à la réserve sont le braconnage, les déboisements, les pollutions par hydrocarbures. Le site est emprunté par les navires de haute mer pour se rendre à plus rarement et divers sites d'extraction et de raffinage pétrolier se trouvent à proximité. Mais les mangroves ne se retrouvent pas seulement en RDC, mais il y en a aussi au Gabon où le même menace pèse sur ces écosystèmes. Regardez plutôt ces images qui nous renseignent la nécessité de protéger les mangroves. En permanence. Et ces inondations créent donc déjà des problèmes au niveau des habitats, alors que, comme vous le savez, la mangrove a plusieurs missions, notamment celle de stabiliser les eaux, mais aussi de faciliter la procréation des espèces, donc des poissons. Et la mangrove aujourd'hui, elle est détruite simplement pour des besoins économiques. Parce que les gens veulent construire sur les bras de mer et les gens font un développement anarchique. Il y a un problème d'urbanisation, mais il y a aussi un problème d'incivisme. On peut constater aussi le manque de leadership du ministère en charge de ces questions. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Nous avons sensibilisé les autorités locales. Nous avons sensibilisé le ministre en charge de l'environnement qui nous a fait l'honneur de nous recevoir, à qui nous avons transmis
Le rapport. Parallèlement, des études ont révélé une dégradation importante, une pollution des écosystèmes ainsi que des tombes ancestrales des peuples Orungu, premiers habitants de Port-Gentil. De plus, une enquête plus approfondie avec une cartographie élaborée par les experts de l'ONG Croissance Saine Environnement a permis de mieux cerner les causes et conséquences de cette dégradation qui met à mal le Gabon. Nous souhaitons à la suite de ce voyage dans l'univers de la mangrove gabonaise que lumière soit faite autour de la problématique de la dégradation de la biodiversité au Gabon par certaines grandes firmes exerçant sur le territoire national. C'est en cela que les gouvernements locaux, les ONG et les groupes de défense des mangroves devront à la fois sensibiliser et mobiliser les financements pour la protection des peuples autochtones, utilisateurs traditionnels des populations pauvres et marginalisées en impliquant particulièrement les femmes et les jeunes. Les expériences au Vietnam, en Papouasie, Nouvelle-Guinée et au Honduras montrent parmi beaucoup d'autres comment l'implication de ces groupes peut garantir un avenir meilleur pour les mangroves. Il est plus qu'urgent de protéger toutes les mangroves restantes, d'accélérer leur préservation et de restaurer les forêts détruites. Ces actions soutiendront les populations avec des emplois en leur offrant une sécurité alimentaire. Avec les effets des changements climatiques, le monde doit aller vers le ville et cités durables où il doit faire beau vivre. Mais comment construire des villes et cités durables si l'aménagement du territoire fait défaut et les espaces verts se font de plus en plus rares, comme c'est le cas à Kinshasa, où même les petites forêts urbaines sont des plus coupées au profit de construction. Je vous propose de suivre ces documents réalisés par votre magazine. Et cités durables. Regardez. Les changements climatiques frappent de plein fouet les villes et cités urbaines, avec toutes les perturbations de différents ordres. Pour les scientifiques, il est impérieux de penser à des villes et cités durables où il fait beau vivre. Il faut donc créer des villes plus résilientes et durables, et la notion de la durabilité renvoie à la prise en compte des intérêts des générations présentes et futures. La notion de durabilité nous renvoie à la satisfaction des besoins actuels, tout en pensant aussi aux besoins des générations futures, n'est-ce pas? C'est-à-dire donner la chance pour l'exploitation actuelle, tout en envisageant les générations futures. Donc ça, économiquement parlant, ou en termes de l'éco-développement, on parle d'éviter l'endettement écologique. Pour avoir des villes et cités durables, les forêts et les espaces verts peuvent aider à atteindre cet objectif et à relever les défis associés à une population urbaine en hausse. Les forêts urbaines, très souvent, on entend parler de boisés, des petits boisés. C'est-à-dire des petits boisés parce qu'on ne peut pas avoir des grandes forêts dans une ville, mais on voit plus de petits boisés. Donc, dans les petits boisés, on peut rencontrer les petits boisés sur des routes ou sur un terrain déjà prédisposé, ou même dans des résidences. On peut trouver des petits boisés. Au cours d'un forum mondial sur les forêts urbaines tenues du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Mantova en Italie, Hiroto Mitsugi, sous-directeur général de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, chargé des départements des forêts, déclarait qu'il est essentiel et urgent de mettre en place des modèles plus durables de croissance urbaine. Pour arriver à un tel résultat, il est nécessaire d'approuver des solutions pour les forêts urbaines avec comme objectif créer des villes plus écologiques et plus saines. Ce qui revient à dire que les hommes doivent arriver à chérir les arbres pour changer la nature des villes. C'est ici qu'intervient le rôle de la foresterie urbaine pour un avenir plus écologique, plus sain et plus heureux. La métropole orientale a végétalisé déjà 30% de sa superficie. Donc ce qui donne en moyenne 16 000 arbres en moyenne au kilomètre carré. Là je dis bien au kilomètre carré. Donc cela sous-entend que chaque parcelle, chaque résidence peut avoir 4 arbres. N'est-ce pas? Et une notion qui a été tout à fait aussi importante, c'est que
si chaque parcelle a 4 arbres, donc pour remplacer ne fût-ce qu'un arbre, il faut $700. Maintenant, chaque arbre, que ce soit au niveau de résidence, que ce soit au niveau de petits boisés, vous donne plus ou moins $8 l'an. Donc économiquement parlant, nous disons, il est difficile et très dangereux de donner une valeur monétaire à un arbre, parce que déjà un arbre nous rend le service au-delà de ce que nous attendons, parce qu'il nous donne d'abord par rapport aux besoins essentiels, comme on dit fondamentaux, mais en plus la santé, et sans ignorer les autres taxes, ainsi de suite, que l'arbre nous procure. Selon les écologistes, les arbres peuvent aider à réduire les besoins en air conditionné de 30% et protéger les maisons du vent s'ils sont placés de manière adéquate autour des bâtiments. Mais un arbre adulte peut surtout absorber jusqu'à 150 kg de dioxyde de carbone CO2 par an et donc contribuer à atténuer les changements climatiques. Les zones vertes peuvent également avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des personnes et peuvent aider à créer des sociétés plus cohésives. Sur le plan écologique, nous nous disons que l'arbre nous facilite la captation de précipitations, c'est-à-dire il capte les précipitations, il les garde, ils enfoncent dans le sol, c'est ce qui va dans l'optique d'humidifier le sol, de donner la chance à la nappe phréatique de garder de l'eau, n'est-ce pas? Mais aussi agir sur le microclimat du milieu. Agir sur le microclimat du milieu. Mais c'est pas seulement c'est pas seulement ça, mais ça participe à la séquestration du CO2. Des solutions forestières désormais doivent faire partie intégrante de l'imagination de l'homme. C'est entre autres étendre le couvert forestier dans les villes, utiliser les bons arbres au bon endroit, tout en développant des programmes politiques qui vont promouvoir la création d'espaces verts et de forêts urbaines. Dans l'atmosphère, on rencontre même des CO2. Il y a certains éléments comme les méthanes qui peuvent circuler, mais ne pas ignorer des particules dans la poussière, autres particules qu'on peut trouver. Or, dans d'autres particules qu'on peut trouver, on peut trouver des métaux lourds qui se retrouvent dans l'atmosphère. On peut les trouver, les métaux lourds. Mais ça, l'avantage, c'est que le fait d'abord de séquestrer les CO2, n'est-ce pas, et les garder, n'est-ce pas, il y a les autres particules, les poussières et les autres particules que l'arbre ou la plante saisit, retient, et ça a directement de l'incidence sur la santé. Parce que si on n'a pas de l'arbre, toutes ces poussières et les autres particules seront inhalées par la population, et la population est facilement exposée à des maladies cardiovasculaires. Donc ça aussi c'est un avantage. Le troisième avantage, c'est dans le cadre de l'énergie bois. C'est-à-dire, en lieu et place d'avoir une pression humaine sur les écosystèmes, donc on réduit facilement au cas où on a besoin de bois de chauffe. Vous voyez que ça contribue énormément. Les environnementalistes pensent qu'il faut faire la promotion des jardins communautaires, de l'agriculture urbaine et des forêts alimentaires urbaines, en augmentant le nombre de bâtiments écologiques et des forêts verticales et encourager l'installation des toits verts. Il est vrai que nous avons une grande potentialité en termes de forêts, et cela ne nous empêche pas que nous puissions organiser de manière bien zonée, par exemple la ville. Je parle vraiment de la ville de Kinshasa pour le moment. Par exemple, la ville de Kinshasa bien zonée et structurer la ville, donner la chance, selon les dimensionnements parcellaires, la chance à ce que nous ayons et des arbres au niveau des résidences, des arbres au niveau des rues, et même identifier certains sites où on peut avoir des petits boisés, qu'on appelle des terrains pour les petits boisés. Et là, vous êtes capable de faire la comptabilité environnementale. C'est-à-dire, vous savez, est-ce que réellement chaque parcelle en a autant, et telle rue en a autant, il y a des spécialistes qui sont en train de suivre, et vous avez la facilité de les valoriser. C'est-à-dire, celui qui veut l'exploiter, qu'est-ce qu'il doit à l'État? Et l'État
assure les contrôles. Là, il y a une organisation. Mais si chacun doit planter comme il veut, quel arbre qu'il est en train de planter, pour quelle finalité, et l'État ne connaît même pas. Donc, il y a un problème de bien zoner et bien organiser. Ça, vraiment au niveau, par exemple, de la ville, pour que nous ayons des petits boisés qui soient durables et qui peuvent contribuer à l'économie de la ville, province. En intégrant davantage les solutions forestières dans la planification urbaine, les forêts et les espaces verts peuvent aider à relever un grand nombre de défis. Mesdames et messieurs, terminons cette émission avec la déforestation en République démocratique du Congo. Selon une enquête de nos confrères de TF1, la forêt tropicale congolaise subit une pression sans précédent à cause du trafic illicite du bois par les exploitants forestiers illégaux et qui foulent au pied les prescrits de la loi dans le code forestier. Suivez. De nos intérieurs à ces forêts primaires, il n'y a peut-être qu'un pas. Votre table ou vos chaises. D'où vient le bois de vos meubles? Difficile à dire, tant son commerce est opaque. Nous avons remonté la piste du bois dans le bassin du Congo, le cœur vert de l'Afrique, menacé par des concessions illicites et des braconniers du bois comme cet homme en t-shirt bleu qui n'hésite pas à défier les autorités locales. À 6000 km de la France, la République démocratique du Congo. L'Ebo est en mission pour le ministère des Forêts. Il y a quelques semaines, voici ce qu'il a trouvé sur les bords du fleuve. Le diamètre ne convient pas. C'est-à-dire quoi? C'est trop petit? C'est trop petit. Même ça aussi. Mauvais abattage. Regarde là-bas. Surpris par les habitants des villages voisins, les braconniers ont tout abandonné sur place. Mais les dégâts sont là. Ça me fait mal. Vraiment, nous voulons l'exploitation. Mais pour exploiter, il faut respecter les normes. Les normes, elles sont parfois bafouées. Nous sommes dans une province difficile à contrôler et très vaste. Presque 10 fois la taille de l'Île-de-France. Certains en profitent pour récupérer la principale richesse de la région. Ce vol de bois, c'est un manque à gagner pour les habitants. Mais dans cette affaire, le responsable a été retrouvé. Le voici, un ressortissant chinois filmé au moment de son arrestation. Les faits sont graves. Cette fois, il y aura un procès. L'homme est un récidiviste et pourtant il va vite retrouver sa liberté. Nous avons pu nous procurer une copie du jugement. Le voici acquitté après avoir payé une amende de 18 000 €. À peine le prix de 3 arbres précieux. Ce bois illégal passe parfois entre les mailles du filet et va partir en camion dans un pays voisin, puis être transporté en Asie, souvent en Chine. Une fois là-bas, les troncs sont transformés et mélangés à du bois légal. Le traçage devient impossible et le produit final est prêt à partir pour l'Union européenne et nos salons. Pour comprendre l'impact de ce trafic sur l'environnement, nous sommes partis plus profondément dans la forêt congolaise. Au bout de cette piste, voici une concession artisanale réservée aux petits bûcherons indépendants. Enfin, c'est ce qui était marqué sur le permis. Car des moyens industriels ont été mis en œuvre et la forêt ravagée. Le passage des machines crée ces zones marécageuses où les arbres reposent difficilement. Regardez comme ça détruit la nature. C'est pas bon. C'était des grosses machines. Les grosses machines, les engins enchaînés, les engins enchaînés. Pour tirer un arbre, les bûcherons creusent ces routes sur des centaines de mètres à travers la forêt. Ce qui intéressait les braconniers du bois est un peu plus loin. Nous sommes ici devant les sens wingé, et on appelle bois noir. C'est le bois de première classe. Et il est aussi préféré, même en Europe, même partout. Nouvelle infraction au code forestier, les souches n'ont pas été marquées. Impossible de tracer ensuite l'origine du bois. Des exploitations artisanales comme celle-ci, il y en a beaucoup ici en République démocratique du Congo et elles sont extrêmement difficiles à contrôler. Mais il y a aussi de vastes concessions forestières, industrielles, qui travaillent également dans l'illégalité. Sur ces images satellites, on voit apparaître semaine après semaine des chemins forestiers dans des zones en dehors des périmètres autorisés. De retour à Paris, nous avons montré nos images à ce spécialiste. On a beaucoup progressé, mais on a encore du bois illégal qui rentre en Europe.
C'est très clair. Il peut se retrouver sous forme de meubles, il peut se retrouver dans du contreplaqué. Plus le bois a circulé, plus il est passé par différents intermédiaires, plus il est mélangé dans des meubles par exemple, plus la traçabilité va être difficile, c'est clair. D'après Interpol, jusqu'à 30% du bois consommé dans le monde serait illégal. Seule recommandation pour limiter les risques, acheter des meubles certifiés avec un label environnemental. Madame, messieurs, c'est la fin de votre magazine environnemental que nous avons eu le plaisir de vous le présenter. Vous retrouverez Ruben Mayoni-Nsiaki-Yunga la semaine prochaine dans une nouvelle livraison. Quant à moi, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.